Bonsoir à toutes et tous. Donc, l'idée qu'on avait aussi avec cette formation, c'était justement, enfin, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'informations qui nous paraissent assez naturelles à nous qui sommes dans le sérail politique depuis plusieurs années, mais qui, ne le sont pas. Il n'y a rien qui va de soi. Et puis deux, qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Et puis, qui méritent d'être rappelés, puis d'être diffusés le plus largement possible. Donc, on a eu l'idée au bureau de faire plusieurs formations de ce type. C'est un peu la première d'une série. D'ailleurs, John en a parlé, mais lors de la vertigineuse, il y a aussi l'idée de faire ce genre de formation. Donc, c'est vraiment une idée aussi de se former entre nous, d'avoir un peu plus de partage de savoir interne. Et on voulait commencer par cette question du rôle des élus et des élus au niveau communal, parce que c'est quand même la majeure partie d'entre nous. On a beaucoup d'élus au niveau communal, parce qu'il y a beaucoup de sièges dans les conseils communaux et dans les municipalités, et qu'il y a de plus en plus de verts, et que ça fait du bien. Et donc, on voulait commencer par ça. Donc, la formation se divise un peu en deux temps. Enfin, moi, je vais présenter la première partie, puis ensuite Gaëlle prendra la suite. Moi, je vais vous présenter quelques questions rapidement quand même, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Quelles sont les compétences aux trois niveaux institutionnels que compte la Suisse? Et puis ensuite, un autre point qui est vraiment important, c'est la question de la différence entre les compétences municipales et les compétences du conseil communal, parce que là, on l'a aussi remarqué au niveau cantonal que ça pouvait porter à confusion, puis que ça pouvait aussi créer parfois des tensions ou des petites couacs interpersonnels. Et puis, donc, on va parler aussi de cette question de la démarcation des champs de tension et puis de la différence de rôle de chacun, parce qu'en fait, c'est des rôles qui sont complètement complémentaires, qui nécessitent qu'on travaille tous ensemble. Il faut qu'on comprenne bien, justement, la limite de chacun et chacune. Et puis ensuite, Gaëlle prendra la suite pour parler plus précisément de tous les moyens d'action des conseillers et conseillères communaux. Voilà, sur trouver les majorités pour les projets de la municipalité, donc vraiment le rôle au sein du législatif, et puis la question des dépôts, des propositions, des typologies de dépôts, etc., etc. Voilà, let's go. Alors, euh, probablement que pour certains, ça va être un peu de la répétition, et je m'en excuse, mais je pense que ça fait jamais de mal de répéter un peu. En Suisse, on a ces trois niveaux de compétences institutionnelles, les communes, le canton, la confédération. Pardon. Pas de souci. Bonsoir Caroline. Oui. Je voulais savoir si on aura un document écrit. On a le PowerPoint et la vidéo qui seront disponibles sur Intranet. Euh, donc concrètement, donc on a ces trois niveaux de compétences. Et puis, il y a une hiérarchie entre ces trois niveaux. Donc, le niveau fédéral, qui est le plus haut, et c'est lui qui dicte les règles générales. Ensuite, on a le niveau cantonal, le niveau communal. Donc, le droit communal ne peut pas être contraire au droit cantonal ou au droit fédéral. Il lui est soumis. Et puis, l'autonomie des communes dépend de l'autonomie que lui laisse le canton. Donc, il y a vraiment cette idée que, en principe, il y a une question de subsidiarité, donc les tâches sont communales, sauf si elles sont passées au niveau cantonal, sauf si elles sont passées au niveau fédéral. Mais concrètement, c'est quand même l'échelon cantonal qui détermine ce qui reste de l'autonomie des communes ou non. Donc, notre champ d'action au niveau communal, il est limité par le droit cantonal et le droit fédéral. C'est les premières limites qui sont quand même importantes à avoir en tête. Euh, et puis, évidemment, il y a aussi le droit international qu'on est censé respecter. Euh, mais donc, ça laisse un champ d'activité qui est limité. On ne peut pas faire n'importe quoi au niveau communal, que ce soit parce que il y a déjà des règles au niveau supérieur, ou aussi parce que le niveau supérieur a décidé qu'on ne pouvait pas mettre des règles. Ça arrive aussi. On n'a pas le droit en tant que commune de prendre un certain nombre de règles. Un des exemples qui existe aujourd'hui, mais qui va probablement changer, c'est qu'on n'a pas le droit d'imposer l'extinction des vitrines commerciales la nuit. Aujourd'hui, les communes n'ont pas le droit de le faire. C'est une norme cantonale qui prévoit qu'on doit pouvoir, enfin, que les vitrines choisissent si elles sont allumées ou éteintes. Donc ça, c'est un exemple qu'on connaît bien parce qu'on est en train de changer la norme. Donc voilà, c'est un peu l'exemple que j'ai sous les yeux, mais il y en a d'autres où c'est pas forcément qu'il y a une règle à un autre niveau, mais simplement qu'on nous empêche de le faire. Ouais. Voilà.
Ça, c'est un peu la même chose que j'ai déjà dit. Donc, si on part plutôt du point de vue positif, c'est-à-dire quels sont les domaines dans lesquels les communes ont des compétences. Alors, il y a évidemment tout ce qui est organisation interne, en termes d'organes politiques, mais aussi d'administration, etc. Il y a, et ça c'est un gros dossier, les règlements d'aménagement, en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions. Ça c'est vraiment un domaine qui est vraiment laissé à l'appréciation des communes. Les plans d'affectation, donc déterminer quelle affectation à une parcelle ou une autre, c'est vraiment une compétence communale. Si vous voulez passer quelque chose en zone à bâtir ou au contraire le mettre en zone agricole, alors évidemment qu'il y a des règles, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais c'est une compétence qui est largement communale. Il y a évidemment les règles d'administration du domaine public, qui sont aussi des règles communales. Tout ce qui est affecté à des services publics, les biens communaux, etc. Donc, les communes sont propriétaires d'un certain nombre de bâtiments à usage public ou pour des tâches publiques, comme les écoles, comme les bâtiments d'administration communale. Elles ont beaucoup de compétences en matière culturelle. Et puis, elles ont évidemment cette compétence sur tout le domaine public. Donc, les espaces publics, les parcs, les routes, l'aménagement de ces espaces, c'est une compétence communale. L'évacuation des eaux aussi. Ça, c'est des compétences communales. Bien évidemment, de nouveau, on ne fait pas absolument tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'il y a une compétence communale qu'on fait absolument tout ce qu'on veut, mais dans les grandes lignes, c'est une compétence communale. C'est elle qui aménage l'espace public et qui paye pour cet aménagement. Il y a évidemment une autonomie fiscale. Les communes peuvent régler leurs points d'impôt. Il y a il y a une certaine liberté aussi par rapport aux services qu'une commune veut offrir. Alors, il y a un certain nombre de services qu'une commune est obligée d'offrir, mais il y a d'autres services qu'elle peut développer, comme des services culturels. J'essaie de trouver d'autres exemples. Ouais. Mais voilà, comme d'autres prestations aussi à l'égard de la jeunesse, par exemple, c'est beaucoup à l'appréciation des communes. Donc ça, c'est des choses que les communes peuvent développer. Il y a évidemment tout un pan de l'exécution du droit cantonal, où en général, c'est la commune qui est la première organe administratif auquel on a accès. C'est par exemple elle qui tient le registre des habitants, mais c'est soumis à des normes cantonales. C'est aussi elle qui justement applique le droit cantonal aussi en matière de police des constructions ou encore en matière de protection de la nature et de l'environnement. Et puis, ça peut être un tas d'autres tâches qui sont directement attribuées par la législation cantonale, et aussi un certain nombre de tâches en matière d'énergie et de services industriels. Voilà. Mais comme je l'ai déjà dit, le droit communal devant respecter le droit cantonal, il y a une procédure dans le canton de Vaud qui permet au canton de contrôler les règlements. Alors, c'est un contrôle en droit, ça veut dire que le canton ne contrôle que si le règlement est conforme au droit supérieur ou pas. Ils ne peuvent pas prendre des choix politiques, mais il y a quand même une approbation cantonale des règlements pour vérifier que les communes ne fassent pas n'importe quoi, ce qui malheureusement arrive parfois. Voilà, ça c'était grande ligne le champ de compétences des communes. Maintenant, ce qui nous intéresse peut-être un tout petit peu plus, c'est la différence entre les compétences municipales et les compétences du conseil communal, donc les compétences législatives. Le conseil communal, c'est le législatif d'une commune quand il y a un conseil communal. Alors, le conseil général a les mêmes compétences quand c'est des petites communes à conseil général, mais on va, par simplification, toujours parler de conseil communal. Donc, le conseil communal, c'est l'organe qui valide tous les règlements. Le règlement du personnel, les règlements sur le stationnement, etc. C'est aussi le conseil communal qui valide les plans d'affectation. Donc, on parlait d'aménagement du territoire. Tout ce qui est vraiment plan d'affectation, donc comment on aménage tel ou tel espace, c'est de la compétence du conseil communal. Il approuve aussi le budget et les comptes. Il vérifie la gestion municipale. Ça, c'est des compétences qui sont un tout petit peu plus anecdotiques, enfin, qui sont moins politiques. Et il y a une grosse compétence du conseil communal, c'est tous les investissements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une dépense d'investissement, qu'on fait un projet dans une commune et qu'il faut des sous, c'est quand même très majoritairement le cas, eh bien, on a besoin d'une validation du conseil communal. Donc, le conseil communal, il est central pour faire avancer absolument tous nos projets. Sans le conseil communal, on ne peut rien faire. Et puis, ça, c'est vraiment aussi important. Puis, Gaëlle en parlera après, mais c'est vraiment aussi là que ça se joue, même si on sait que c'est parfois un tout petit peu frustrant. Les conseils communaux ont l'impression que
ils sont là pour dire oui ou non. C'est en partie vrai, mais c'est super important parce que c'est ce qui permet de faire avancer les choses et puis ce qui permet de faire en fait de réaliser les ambitions qu'on a, surtout nous en tant que Verts. Et puis de l'autre côté, du côté exécutif, on a la municipalité qui elle est effectivement plus dans le projet concret. Donc c'est elle qui décide de l'administration des biens communaux et du domaine public. C'est elle qui va gérer les bâtiments, qui va gérer l'espace public, mais qui va aussi prendre les décisions d'aménagement. Si on veut faire un trottoir de X mètres de large ou de X,5 mètres de large, ben ça c'est un choix de la municipalité. C'est pas le conseil communal qui peut choisir ça. Vraiment, les choix d'aménagement, les choix de projet, c'est des choix municipaux. Il y a effectivement la gestion des affaires courantes, toutes les décisions qu'on prend sur la police des constructions, sur le paiement de certaines factures. Enfin, ça, c'est pas ultra palpitant, je vous avoue. Il y a toutes les questions aussi en lien avec la sécurité et les dangers naturels, qui sont de compétences municipales. Et puis, évidemment, justement, le pendant, c'est-à-dire que le conseil communal valide les investissements et puis la municipalité est chargée de mettre en œuvre les projets qui sont votés par le conseil communal. Et ça, c'est ce qui nous occupe le plus. En tout cas, c'est ce qui est le plus intéressant, surtout. Mais c'est là où je disais qu'il y a une petite nuance, c'est-à-dire que vraiment les décisions de projet, les décisions d'aménagement appartiennent à la municipalité. Tandis que la décision d'investissement appartient au conseil communal. Après, c'est pas toujours facile de trancher parce que quand la municipalité vient avec un projet, avec un préavis où elle demande 3 ou 4 millions pour refaire telle ou telle route, en général, elle explique ce qu'elle va faire. Déjà, parce qu'elle doit convaincre un certain nombre de personnes de lui donner les 3 ou 4 millions dont elle a besoin pour refaire tel ou tel projet. Donc, ce serait quand même bien de savoir ce qu'on va faire avec cet argent. Et puis ensuite, parce que du coup, s'engage un dialogue et c'est pas facile de toujours comprendre la nuance entre le fait que, justement, le conseil communal octroie l'enveloppe des 4 millions pour refaire la route, mais par contre, c'est à la municipalité de décider si, justement, le trottoir, on met des bordures en granit ou si on change ou si on fait un trottoir avec une bande cyclable, si on fait de la bande cyclable de 1,20 m ou de 1,50 m, ça c'est des choix de la municipalité. C'est pas toujours facile parce qu'évidemment, quand on vient demander des sous au conseil communal, on a des plans. Et puis du coup, c'est assez naturel de vouloir modifier ou on est tenté de modifier le projet concrètement. Donc, c'est ce qu'on a essayé de résumer ici. Sur le plan juridique, on a vraiment cette question de principe de l'enveloppe financière qui est la décision du conseil communal et l'application, les décisions concrètes, le projet qui est de compétence municipale. Mais on l'a vu aussi sur le terrain que ça peut créer des tensions politiques aussi parce que, voilà, c'est tentant on va prendre un exemple qui ne concerne pas trop entre nous, mais quand on vient avec un projet de réaménagement d'espace public et puis qu'on supprime 15 places de parc, on a souvent un conseil communal qui gueule parce que on a supprimé 15 places de parc, en tout cas, pas trop de chez nous, mais d'ailleurs. Mais le fait est que on pourrait supprimer ces 15 places de parc tout seul comme des grands sans le demander au conseil communal et sans refaire la route. Mais ça, c'est un truc qui est pas très bien compris, c'est pas facile à comprendre d'ailleurs, c'est pas... voilà, je veux pas paraître prétentieuse, mais c'est pas facile à comprendre, on en est conscient. Mais c'est vraiment cette limite entre la municipalité présente un projet, essaie de donner des arguments pour que ce projet se fasse, donc pour obtenir les crédits pour le faire, mais d'un autre côté, vraiment les décisions d'aménagement routière ou d'autres types d'aménagement, si on veut planter 5 arbres ou qu'on veut en planter 50, finalement, ça c'est des décisions municipales qui n'appartiennent qu'à la municipalité. Mais par contre, les deux rôles sont vraiment totalement interdépendants. C'est-à-dire que si on n'obtient pas les sous, on ne peut pas faire les projets et puis planter nos 50 arbres. Et puis d'un autre côté, si on a des municipalités un peu timorées, même avec des sous, des fois on n'arrive pas à faire des projets ambitieux. Voilà, c'est un peu ce qu'on a voulu résumer ici. Donc, la séparation du pouvoir, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire qu'à la fois, la municipalité ne peut pas décider pour le conseil, elle ne peut pas s'octroyer des crédits, elle ne peut pas approuver des règlements. Mais d'un autre côté, le conseil ne peut pas non plus imposer des décisions à la municipalité s'il ne s'agit pas de sa compétence. Après, c'est clair que c'est une question d'opportunité politique. Quand le conseil fait une demande express,
la satisfaire ou pas. Parce que c'est clair que si on fait jamais ce que le conseil nous demande, il y a des risques qu'à terme, les projets soient refusés. Ce qui est totalement normal et compréhensible. Voir les budgets. C'est gentil de me rappeler des souvenirs. Voilà. Et puis, ça, c'était grosso modo de nouveau pour avoir les différences entre les deux pouvoirs. Et puis, une dernière chose que je voulais vous dire à ce sujet, c'est la différence que ça peut créer aussi dans le rôle et dans la posture qu'on peut avoir quand on est municipal et quand on est conseiller communal. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi parfois difficile à comprendre, que ce soit quand on a été membre d'un législatif pendant longtemps et qu'on passe à l'exécutif, ou quand on est membre d'un législatif depuis longtemps ou pas, et qu'on discute avec ses propres membres de l'exécutif. On a remarqué aussi, avec des retours qu'on a eus au bureau, qu'il y a parfois des tensions entre les conseillers communaux verts et leurs municipaux verts, parce qu'il y a une incompréhension sur la posture que chacun a. Et ça, c'est important parce que justement, les rôles qui sont différents, enfin, les rôles sont très différents, et puis les organes sont très différents. Quand on est en municipalité, on est soumis à un certain nombre de règles en plus des conseillers communaux, et les principales, c'est le secret de fonction. On est soumis à un secret de fonction important qui nous impose de ne pas pouvoir toujours communiquer ce qu'on aimerait à nos conseillers communaux, nos conseillères communales. Et ça peut créer de la frustration des deux côtés, c'est-à-dire que ça implique souvent, du côté des municipaux, qu'on se sent un peu seul, parce qu'on est seul avec nos problèmes. Et de l'autre côté, les conseillers communaux, conseillères communales ont le sentiment qu'on leur cache des choses et qu'on n'est pas honnête avec eux. Et ça peut créer des tensions, mais c'est vraiment un pilier important de notre système démocratique en Suisse, c'est que c'est le respect des règles et du secret de fonction pour qu'en fait, on puisse aussi protéger non pas nous, mais les projets qu'on mène parfois, mais aussi surtout l'administration qui est derrière nous et dont on doit toujours être la figure de responsabilité politique. Et ça, c'est important. Et puis l'autre chose qui brime beaucoup la posture du municipal, pas forcément ce qu'on peut faire, mais en tout cas ce qu'on peut dire et comment on doit le dire, c'est la collégialité. C'est-à-dire que le principe de collégialité, là aussi, certains et certaines le connaissent par cœur, mais c'est ce principe qui veut que quand, dans une autorité exécutive en Suisse, quand une décision est prise, quel que soit le sentiment qu'on avait par rapport à cette décision, on doit la défendre. Ce qui signifie qu'en municipalité, parfois, un projet qu'on a nous-mêmes porté a été un peu modifié, raboté par-ci par-là, on a dû faire des concessions, mais qu'on doit quand même le défendre avec la même énergie que si ça avait été le projet original qu'on voulait faire. Et ça peut être mal compris par rapport déjà à nos propres conseillers communaux qui nous trouvent timorés, timides, pas ambitieux, etc. Et des fois, on se trouve nous-mêmes peu ambitieux, mais on se doit en fait de suivre ce principe de collégialité parce que c'est comme ça que nos institutions fonctionnent. Et puis en fait, c'est la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'autres municipaux à qui on a modifié les projets pour les rendre plus ambitieux, ils doivent avoir la même attitude. Et en fait, c'est un peu du donnant-donnant, et ça nécessite qu'on ait vraiment cette posture vraiment un peu particulière. Ça nécessite parfois qu'on défende des projets avec lesquels on n'est pas forcément en total d'accord, et puis qu'on doit prendre aussi souvent des décisions pragmatiques ou parce que la nécessité du terrain l'exige, mais qui ne sont pas forcément toujours les plus adéquates avec nos valeurs. Et voilà, c'est à la fois le risque d'être vert dans ces postes, mais c'est aussi un avantage, c'est-à-dire que si on n'y est pas, on peut en tout cas pas essayer de rendre ambitieux les projets. Et puis, il y a un autre rôle qui est parfois aussi difficile à comprendre, qui est le rôle de membre du bureau du conseil. Le bureau du conseil communal, il a aussi un rôle un peu particulier. C'est l'organe qui fait en sorte que le conseil communal fonctionne, que l'institution fonctionne, qu'elle puisse prendre des décisions, etc., etc. Et puis, le membre du bureau, souvent, il a justement aussi cette posture. Alors, il n'a pas un devoir de collégialité, mais il doit avoir un rôle un peu de facilitateur, facilitatrice vis-à-vis du reste du conseil. Et puis, le bureau, c'est un organe qui essaye le plus possible d'être dépolitisé. C'est pas politique, j'aime pas ce mot, mais un peu dépolitisé. Et puis, du coup, on a des couleurs politiques moins marquées. Puis, c'est encore plus le cas quand on est présidente du conseil. Alors, avoir des verts présidentes du conseil, d'ailleurs, on en a une actuelle ce soir et une ancienne ce soir, c'est des choses qui
qui sont super parce que ça donne une vitrine pour les personnes vertes et puis pour les idées vertes. Mais le rôle de président du conseil nécessite qu'on soit un peu consensuel, voilà, qu'on soit un peu vaudois, qu'on incarne le compromis, qu'on incarne l'institution. Et ça aussi, ça peut parfois créer des tensions. Et de nouveau, on le comprend, c'est pas forcément facile à vivre, à la fois pour la personne qui doit le faire, mais aussi pour les autres personnes qui ont l'impression qu'on a élu un social traître à la présidence du conseil. Et puis, c'est ça implique parfois justement de prendre des décisions au nom de l'institution pour le bien de l'institution, mais qui sont de nouveau pas forcément celles qu'on aurait prises en notre âme et conscience si on avait été tout seul dans notre salle. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc je vais passer tout de suite la parole à Gaëlle pour parler plus précisément des moyens d'action des conseillers et conseillères, et puis on aura de toute façon un tour de questions à la fin. Je te laisse la parole. Merci, Rebecca. Je fais attention au point rouge. Bonsoir. J'ai la tâche qui me plaît beaucoup de vous parler de ce que c'est les fonctions communales et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Rebecca l'a abordé. Tout d'abord, il y a le point, c'est un secteur près. Comme elle l'a dit, la municipalité propose des projets et puis notre rôle en tant que conseiller communal, je parle de notre rôle, c'est le conseiller communal. Non, oui, c'est la bonne là. Merci beaucoup. De conseiller communal, c'est de trouver des majorités, soit parce qu'on trouve le projet super et qu'il faut absolument le faire passer, soit parce qu'on le trouve pas bien et qu'il faut l'amender, voire le refuser. Puis il faut pas négliger ce rôle-là, parce que même si votre municipal vert, si vous avez la chance d'en avoir un, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais propose quelque chose d'incroyable, mais dans une commune avec pas de majorité ou une faible majorité, eh bien, si on n'arrive pas à obtenir cette majorité au conseil, le projet, il est enterré. Donc, c'est un rôle du conseiller communal d'essayer d'aller discuter, de trouver des accords avec les autres parties et les autres partenaires. Et puis, dans ce sens-là, il me semblait important de rappeler 3 moments. Les commissions, c'est beaucoup là où ça joue, parce que c'est les personnes, je pense que vous le savez, qui travaillent le plus les dossiers puis qui viennent en parler ensuite en commission. C'est là où on a les discussions les plus ouvertes, c'est là où les gens dévoilent réellement leur jeu généralement pour savoir quels sont les arguments. Et puis c'est là où c'est le plus important de convaincre, parce que c'est aussi la couleur quelle couleur va donner le rapport. Est-ce que vous allez avoir une majorité? Est-ce que vous allez avoir une unanimité? Tout n'est pas joué à ce moment-là, mais si vous avez une unanimité pour un projet, il va falloir ensuite quand même défendre, enfin les partis vont quand même devoir défendre ensuite en conseil pourquoi tout d'un coup ça a changé. Donc c'est extrêmement important de bien discuter en commission, de ne pas prendre ce rôle à la légère, et puis aussi de bien écrire votre rapport. Si vous avez la chance de pouvoir écrire un rapport, c'est stratégique d'écrire un rapport. On ne met pas les choses dans le même ordre en fonction de quel avis on est, on met pas l'attention du lecteur sur certains éléments en fonction de l'avis dans lequel on est. Même si vous décidez pas de faire un rapport de minorité, même si vous êtes minoritaire, je vends mes intérêts. J'ai une fois rédigé un rapport de majorité alors que j'étais pas d'accord avec. J'ai mis beaucoup plus l'attention sur les éléments sur lesquels j'étais pas d'accord. Mes collègues n'ont pas du tout senti qu'ils peuvent passer. Et puis quand on arrive au conseil, ils ont parlé que des points que j'avais mis en avant. Donc c'est important de prendre son rôle de commission au sérieux, et puis c'est important de bien rédiger son rapport, parce que c'est ça que les autres conseillers généralement vont lire. Ils vont pas lire tout le préavis et leurs annexes, sauf les plus téméraires. Prise de parole aussi au conseil, rappel, la municipalité, comme Rebecca l'a dit, doit porter des projets en collégialité. Donc parfois, les projets sont rabotés, pas à l'ampleur de ce qu'on espérait, ou on pourrait faire plus si c'est dans d'autres municipalités. C'est là le rôle du conseil communal, c'est d'être le porte-parole des valeurs vertes, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus grand, de plus formidable. Et c'est un enjeu aussi. Si vous sentez que en fait, vous l'aimez bien comme ça le projet, mais que vous avez peur que la droite le rabote, il ne faut pas hésiter à en mettre des caisses pour dire qu'on pourrait faire plus. Comme ça, ils ont peur, puis ils s'arrêtent là. Enfin, il y a vraiment un enjeu psychologique important avec ça. Et donc, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est mis sur cette slide. La municipalité, il y a la collégialité, puis c'est la portée généraliste de venir avec des projets. Nous, c'est discours spécialisé sur on pourrait éteindre les lampadaires plus longtemps la nuit, on pourrait essayer de faire que les vitrines soient éclairées moins longtemps quand ce sera possible. Et ce genre de choses-là que peut-être votre municipal ne peut pas faire. Puis, relation privilégiée, je ne pensais jamais dire ça un jour quand j'ai commencé il y a 4 ans, ça m'énervait, mais il faut quand même admettre que l'apéro dans le canton de Vaud,
il y a quand même beaucoup de choses qui s'y jouent. Hein. C'est quand même là qu'on fait les plus belles transactions généralement. Il ne faut pas négliger l'importance d'aller parler à vos alliés déjà en premier. Ne pas négliger, même si des fois ils vous font chier, le Parti socialiste, d'aller parler à l'ensemble à gauche si vous en avez, et puis de créer justement des textes qui puissent créer des majorités déjà avec votre bord. Et quand vous sentez que votre bord ne sera pas suffisant, il ne faut pas négliger les bons rapports avec ceux d'en face. Et puis généralement, ceux d'en face, les meilleurs rapports et les meilleures transactions se font avec les gens avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous avez bu une ou deux bières parce qu'ils vous trouvent sympa. Et donc, ne jamais les négliger, ça ne devrait pas être le plus important, mais bon Dieu que ça l'est. Donc, si je peux vous donner un conseil de mon année de présidence qui m'est resté, c'est que plus ça se passe bien interpersonnellement, moins on vous embête sur des points politiques que vous essayez d'amener. Et puis moins vous vous entendez avec ces gens-là, plus ils se lèvent en pleine séance et puis vous disent que tout ce que vous faites, c'est nul. Voilà. Donc, faut pas négliger ça. Mais bien sûr, les deux points les plus importants, c'est travailler en amont vos commissions si vous en avez, écrivez vos rapports de manière à influencer le lecteur sur ce que vous voulez qu'il voit, et puis prenez la parole au conseil pour justement rappeler à quel point les valeurs vertes, c'est la raison, et puis c'est pas l'économie qui devrait être la seule valeur de notre société. Pour le deuxième point, bah, c'est ce qu'on peut faire, c'est les modes de dépôt. Là, on passe sur une partie un peu moins politique, et je suis prêt. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, il n'y a aucun souci, on va passer au moment un peu de procédure. C'est quoi une question? C'est quoi une interpellation? C'est quoi une motion? C'est quoi un postulat? Certains d'entre vous, je pense, le savent déjà, mais je peux vous dire que j'ai vu du grand n'importe quoi sur une année précédente. Donc, je pense que c'est important de rappeler qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on utilise quand. Et il y a aussi un volet stratégique de qu'est-ce que c'est le mieux d'utiliser à quel moment, vous verrez pourquoi. Et puis, vous avez, donc ça, il y a trois parties. Il y a qu'est-ce que c'est, donc les règles générales de ce que c'est. Des exemples, je vous ai mis des exemples toujours verts qui sont faits dans toutes les communes que j'ai pu trouver du canton. Il y a des bonnes sources de dépôt. Et puis, troisième point, comment ça se passe au niveau de la procédure. Donc, dépôt, règle générale, c'est la tous les dépôts sont soumis au respect de plusieurs principes. Je vous ai même mis les bases légales si vous voulez vous amuser à les chercher. La première chose, c'est l'unité de rang. Ça doit uniquement concerner des règlements de même rang. Ça paraît peut-être évident, mais si vous avez, vous faites par exemple une motion et vous demandez de changer une loi, vous demandez de changer la loi déjà communale et puis pas toute celle au-dessus et au-dessous. Et puis surtout, si vous faites une motion pour vous demander de changer une loi, vous demandez de changer cette loi, vous ne demandez pas de changer en plus peut-être des directives internes, je sais pas, des décisions. C'est vraiment chaque motion concerne un domaine en particulier, un rang en particulier. L'unité de la forme, ça veut dire que vous devez présenter votre projet dans la même forme. C'est soit un projet rédigé de toutes pièces, soit une demande conçue en termes généraux. C'est surtout important pour les motions. On verra, dans les motions, vous pouvez demander le changement concret d'un règlement. Il y a deux stratégies. Vous écrivez vous-même la modification du règlement, donc, mais par contre, vous devez l'avoir écrite. C'est pas un article qu'on change, puis l'autre, vous choisissez municipalité, comment vous l'écrivez. C'est soit vous écrivez tout, soit vous décidez que vous voulez un principe de changement, on aimerait que le règlement soit changé dans ce sens-là, et c'est la municipalité qui vient avec le projet de comment ça doit être modifié. Mais vous ne pouvez pas faire les deux dans le même texte. Je suis sûre que tout ce que je vous dis, c'est déjà arrivé dans vos communes, mais normalement, légalement, c'est ça. Unité de la matière, c'est souvent là où j'ai vu le plus grand n'importe quoi pour être sincère. La proposition doit constituer un ensemble cohérent portant sur un domaine et tendant à un but. Si vous avez une motion, un postulat qui concerne 3 dicastères différents et qui demande des choses complètement pléthoriques sur à peu près tous les départements, ça ne va pas. Si vous faites, par exemple, un postulat pour demander une modification des transports publics, vous vous concentrez sur ça, puis vous partez pas encore sur les écoles, la cantine, et puis qui c'est qui rembourse les frais de déplacement. Enfin, c'est une chose à la fois. Et donc, c'est extrêmement important de respecter ça. Et je pense aussi, politiquement et stratégiquement, c'est mieux, parce que ça permet de se concentrer sur un objet à la fois. C'est une bonne règle de droit, mais c'est aussi une bonne règle pour que les gens comprennent où vous voulez en venir, probablement. Puis, faisabilité, la proposition doit être réalisable. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer sur ce que veut dire être réalisable. Donc, on passe au premier dépôt, c'est la question, le vœu. Je pense que dans tous vos conseils, ça se passe plus ou moins comme ça. C'est dans un point à l'ordre du jour, à peu près tout à la fin. Vous pouvez poser toutes vos questions et mettre tous vos vœux. Et puis, elles n'ont pas une forme spécifique. En gros,
vous êtes au point de l'ordre du jour, vous avez questions et vœux, vous posez toutes les questions que vous avez, vous mettez tous les vœux que vous avez. Normalement, je sais pas si c'est à Lausanne, c'est différent. Vous savez pas du tout que c'est. Bah, si tu veux prendre après, expliquer comment c'est à Lausanne. Mais Dans notre nouvelle règle, la municipalité passe toutes les réponses écrites par avant de possession. ok. Très bien. Dans les autres, je ne sais pas si c'est autrement dans vos communes, en tout cas, AB, c'est un point à la fin de l'heure du jour où vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez faire tous vos vœux. Des fois, ils répondent directement. Des fois, ils disent, bon, on vous répondra la prochaine fois. Et puis, ou on répondra par écrit d'ici le prochain, puis ça se passe comme ça. C'est en général pas des trucs urgents, fondamentaux qu'on met là. Bah, justement, vous voyez, il n'y a pas de forme spécifique, il n'y a pas besoin de soutien, c'est la réponse de la municipalité. Elle répond comme ça, donc généralement c'est pas là où on met les trucs les plus stratégiques. D'ailleurs, je vous conseille pas. Et donc c'est normalement comme ça que c'est traité, mais je suis très curieuse d'entendre que c'est pas le cas dans d'autres communes. Je sais pas si tu veux dire comment c'est à Lausanne. À Lausanne, on a un point pour les questions orales à chaque séance du conseil communal. Et puis, j'ai jamais vu j'ai jamais vu de vœux qui étaient exprimés comme ça en dehors de rapports, en fait. De rapports. Ok. Mais après, je suis pas une experte, en tout cas dans le sens Les vœux étaient liés aux interpellations. Mais ça ne pas en avoir. Ouais, alors il y a une différence, je peux vous en parler. Il y a une différence entre résolution et vœu. Le vœu, c'est vraiment un vœu pieux que vous lancez à la fin du conseil. Il n'y a aucune force contraignante. Vous dites même pas que vous n'êtes pas content. C'est juste vous levez, vous exprimez un mécontentement à la fin du conseil, puis c'est au PV. En gros, c'est le seul enjeu de ça. Si vous voulez que ce soit écrit au PV, que vous n'êtes pas content, puis vous vous en fichez si ça change. Parce qu'en gros, c'est ça. Ou vous êtes content. Ou vous êtes content. C'est super. On a déplacé l'arrêt de bus. Ça arrive, hein. Ouais, ça arrive aussi. Par contre, si vous partez sur l'interpellation, c'est vraiment vous posez des questions, puis à la fin, si vous n'êtes pas content des réponses, vous déposez une résolution marquant un mécontentement politique. Mais c'est plus en tout cas, nous, ce qu'on a vécu à B, c'est des personnes qui se lèvent et qui disent, ah, on est content que l'arrêt de bus ait été déplacé. Ah, bah, franchement, c'est nul que vous ayez déplacé cet arrêt de bus, puis ça s'arrête là. Bienvenue dans les conseils de village. Non, mais dans les petites villes, c'est pareil. Ok. Ce qui me rassure, j'avais peur de me tromper maintenant. Du coup, pour un exemple, j'ai pris Yverdon, où j'ai pris un point de PV où justement c'était à la fin, la personne a posé les questions suivantes. C'était donc quel soutien de la ville d'Yverdon-les-Bains pour la restauration collective? Oui, vous aurez le PowerPoint, vous aurez tous les liens de où on trouve quoi, vous avez tout ce que vous voulez, donc vous pourrez relire tout ça. En gros, c'est vraiment des questions. Vous ne demandez rien, vous voulez juste savoir, puis vous avez une réponse à la municipalité. Puis, si vous n'êtes pas content, vous pouvez revenir après une interpellation, un postulat, mais c'est vraiment des questions un peu informelles à la fin d'un conseil. La structure, je l'ai mis, c'est là, si jamais la structure, j'ai écrit comment c'était structuré là en bas. Je me rends compte que c'était peut-être pas le mieux, mais c'est comme ça partout. L'argumentaire est facultatif. Ici, il y en avait un, si vous allez consulter. Et puis, ensuite, vous posez vos questions telles que vous les avez. Ensuite, on passe à l'interpellation. Et justement, c'est là la différence avec la question, c'est que vous faites une demande d'explication adressée à la municipalité sur un fait d'administration. Vous voulez une explication, mais ça comprend ni le pouvoir d'annuler ou de modifier une décision, ni celui d'adresser des instructions impératives à la municipalité. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, la seule chose que vous pouvez faire, entre guillemets, c'est si vous n'êtes pas content de la demande d'explication, enfin, que les explications ne vous satisfont pas, à la fin, vous pouvez demander l'adoption d'une résolution qui, en gros, est une déclaration à l'attention de la municipalité que vous n'êtes pas content, puis vous voulez que ça change, mais ça n'a pas d'effet contraignant. Donc, l'interpellation, vous demandez des explications et vous dites à la fin, ces explications sont bien, ces explications ne sont pas bien, et puis si vous dites ne sont pas bien, il n'y a pas d'effet. Juste que c'est mis au PV que vous n'êtes pas content, et puis que politiquement, il y a quand même un acte qui montre que le conseil n'est pas content. C'est quand même plus fort qu'une question où vous levez ou un vœu où vous dites j'aime pas l'arrêt de bus, parce qu'il y a quand même la question après du soutien, vous verrez. On peut d'ailleurs y passer. Je vous ai mis les schémas de l'administration. Ah, d'ailleurs, il y a l'exemple avant. Un exemple général, c'est une demande d'explication sur l'action mise en place par la municipalité relative au nettoyage de la plage ou à l'horaire d'ouverture des bureaux du greffe.
Et puis, à Vevey, j'ai trouvé des bouteilles de vin lavables pour les caves de la ville. Il existe un projet pilote où justement vous pouviez avoir des bouteilles de vin lavables et réutilisables. La question était, j'ai l'honneur de poser la question suivante, est-ce que la ville a déjà connaissance de ce projet pilote? Et puis dans quelle mesure la ville de Vevey pourrait-il rejoindre le projet? Puis en gros, si on donne des explications, on connaît, mais ça ne nous plaît pas du tout, on n'aime pas ça, parce qu'on trouve que le vin c'est meilleur dans des bouteilles qui se cassent, et ben à ce moment-là, vous pouvez dire résolution, cette solution, enfin cette réponse ne nous satisfait pas, mais concrètement, la municipalité fait ce qu'elle veut de ça. Après, vous pouvez revenir avec un postulat ou une motion après pour ça, enfin pas une motion, plutôt un postulat, mais au niveau politique, ça s'arrête là, et donc à la structure, c'est un argumentaire, et à la fin, important, vous finissez par des questions. Une interpellation, c'est des questions. C'est pas des ordres, c'est pas des demandes, c'est je vous pose la question. Et donc, dans la résolution, on ne peut pas reposer des questions. Non, c'est ça. Non. D'accord. C'est juste dire on n'est pas satisfait des réponses. Une résolution, c'est ça. Ça figure au PV. Ça figure au PV. Puis après, vous pouvez réutiliser politiquement en disant que vous aviez dit que vous n'étiez pas content puis qu'ils n'ont rien fait. Au niveau, je sais pas comment vous voyez au fond de la salle, mais tous les schémas sont sur le site de l'État de Vaud. Juste par contre, lors du traitement des réponses de l'interpellation, tu peux poser des questions. Oui, ça oui. Mais dans la résolution, vous pouvez pas rajouter des trucs, mais vous pouvez reposer des questions dans les discussions. Mais la réponse à une interpellation, c'est un point à l'ordre du jour du conseil communal. Et là, quand c'est traité, on peut aussi dire « Ah, merci beaucoup de la réponse, mais ça a suscité la question complémentaire A et la question complémentaire B. » Là, c'est possible. La municipalité, elle répond tout de suite, ou pas. Si vous voulez des réponses tout de suite, c'est mieux d'écrire à la municipalité ou au municipal responsable avant pour qu'ils puissent se préparer le cas échéant, sauf si c'est des trucs peut-être un peu évidents, mais quand c'est des trucs techniques, on n'a pas forcément la réponse sous la main. Au niveau du déroulé, vous allez avoir les schémas, oui, c'est la bonne. D'abord, non, c'est celle d'avant, en fait. Ici, vous remettez l'interpellation par écrit à la présidente ou au président du conseil et l'interpellation est portée à l'ordre du jour. C'est quelque chose qui est important. Alors après, vous avez vos règlements de conseil. Je ne peux pas vous baser sur au niveau des délais. Certains, ils ont des délais plus ou moins élevés sur conseil que vous devez les rendre. Ça dépend. Mais une interpellation, le président n'a pas le droit de dire je vous la mets pas. On la met, point barre. C'est ensuite qu'on décide, c'est le conseil qui décide si c'est recevable ou pas. C'est pas le président. Mais après, vous pouvez dire en tant que président, c'est pas bien, ça tient pas la route, etc. Mais en fait, c'est pas vous qui votez, c'est pas vous qui décidez en tant que président une recevabilité normalement. Donc, interpellation, vous la recevez, vous devez normalement, je sais pas comment ça se passe dans vos conseils, vous lisez votre titre, vous vous arrêtez là, et vous devez avoir, en fonction de votre conseil, le minimum légal, c'est 5 personnes, chez nous, c'est 7, mais vous devez avoir un nombre de personnes qui lèvent la main, qui disent le titre m'intéresse, tu peux développer. Et ça commence comme ça. Après, il y a la scène suivante. Le conseiller donc, a lu son titre, vous avez 5 à 7 personnes qui ont levé la main en disant le titre m'intéresse, développe, la personne développe, et puis ensuite, il peut y avoir une discussion qui se crée sur cette interpellation, mais il n'y a pas besoin de soutien. Le seul soutien d'interpellation, c'est donc au moment où il faut lever la main, parce qu'après, vous avez accepté que la personne développe et pose ses questions. Si vous pensez que le truc va être nul, il ne faut pas lever la main. Mais après, ça, c'est fini pour ça. Et donc, la municipalité peut décider de répondre immédiatement à la prochaine séance, et ça, c'est important, si ça, la prochaine séance, c'est un point de l'ordre du jour, c'est pas un truc qu'on baragouine à la fin, et puis on me dit oui, ça vous plaît pas, on en reparle après, c'est un point à l'ordre du jour, et vous pouvez déposer une résolution. Je sais qu'à B, c'est un enjeu, ils le font jamais. Je les ai engueulés plein de fois pendant ma présidence, mais ils ne l'ont jamais fait. Mais donc, faites attention dans vos communes, si vous ne mettez pas un point à l'ordre du jour pour les réponses, vous avez le droit de l'exiger, parce que vous avez le droit de poser des résolutions après. Et le fait de ne pas mettre des points, c'est en général une jolie fable cachée pour vous empêcher de poser les résolutions après. Voilà, c'est comme ça vous le savez. Et donc, la municipalité répond, et puis, c'est la scène suivante. Le conseil discute et vote, et puis, globalement, c'est le conseil décide ou non de déposer une résolution, et là, la résolution, c'est à la majorité. Par contre, s'il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de vote sur la réponse du coup. Non, c'est uniquement, oui, c'est ça que j'ai pas précisé, merci. C'est le conseil discute, si tout le monde est content avec cette réponse, ça s'arrête là. Si quelqu'un dit je veux déposer une résolution parce que cette réponse ne satisfait pas, et ça peut ne pas être la personne qui a déposé, ça peut être quelqu'un d'autre, bon ça n'arrive jamais, mais ça peut être quelqu'un d'autre. À Lausanne peut-être, mais on pourrait dire non, là les réponses ne satisfont pas, je veux voter une résolution, et c'est à ce moment-là qu'il y a un vote.
C'est uniquement si quelqu'un dit ça ne me va pas, on vote une résolution, puis après c'est à la majorité. Est-ce que jusque-là tout est clair? Vous avez des questions? Chouette. Oui. Est-ce qu'il y a un délai pour remettre le soutien à l'université au bureau? On peut le faire le soir même du conseil. Alors, ça dépend de votre règlement communal. Si rien n'est indiqué dans votre règlement communal, normalement, si vous le remettez jusqu'avant le moment que la séance commence, ils sont obligés de l'accepter. Nous, à B, on n'a pas de délai pour les dépôts, autant interpellation, postulat que motion. Si on me donne un dépôt, enfin, m'a donné des dépôts 5 minutes avant le début, j'étais obligée de les accepter. Mais ça dépend de vos règlements de conseil. Je pense à Lausanne, c'est par exemple extrêmement différent, même pas chez nous. Ensuite, il y a le postulat. Le postulat, c'est pas la même chose qu'une motion. Il faut bien distinguer ces deux choses-là. C'est que le postulat, on demande à la municipalité d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Ça n'a pas d'effet contraignant. Et puis, à part l'obligation d'analyser une situation et de rédiger un rapport. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, vous demandez est-ce que vous pourriez analyser l'opportunité de faire un trottoir sur cette rue, d'installer une nouvelle ligne de bus, etc. Mais vous ne pouvez pas exiger. Vous devez demander à la municipalité d'étudier si ça paraît faisable, combien ça coûte, et de revenir avec un rapport sur le sujet. C'est ça que vous demandez. Pourquoi c'est important? C'est parce que du coup, le postulat peut porter autant sur une compétence du conseil que de la municipalité, parce que justement, ça n'a pas d'effet contraignant. Vous avez le droit de demander d'étudier l'opportunité de tout ce que vous voulez. Le postulat est donc la voie privilégiée pour les conseillers lorsqu'ils attendent des mesures concrètes de la municipalité concernant un élément de la gestion, mais ils ne peuvent pas l'exiger. Et c'est là que c'est justement important, c'est là où Rebecca a expliqué tout à l'heure la différence de compétence du conseil et de la municipalité, c'est quand c'est une compétence municipale, mais que vous voulez que ça change, bah vous êtes obligé de passer par ça. Et vous ne pouvez pas passer par une motion, parce que la motion, on le dira après, ça ne concerne que les compétences communales, du conseil communal. Au niveau de l'exemple, il est où mon exemple? Ah, il est là mon exemple. J'ai mis un exemple général comme la dernière fois, politique climatique, mobilité, entretien du patrimoine, gestion des espaces publics. Et puis j'ai pris l'exemple du conseil communal de Lausanne pour des places de parcs ouvertes pour les vélos. Et donc, vous voyez ici que le président postulant invite la municipalité à étudier la possibilité de mettre en place, et vous avez donc la liste de ce qui est demandé, et c'est donc analyser l'opportunité, enfin étudier la possibilité de mettre en place. Et donc, j'ai mis dans la conclusion ici en bas, la conclusion, c'est une invitation à la municipalité à l'opportunité de prendre une mesure, mais ce n'est pas une obligation de prendre une mesure. Donc, de nouveau, remise du postulat, au niveau de quand c'est que c'est mis à l'ordre du jour de chez vous ou pas, bah, ça dépend de votre règlement du conseil, mais normalement, ce qui est important surtout, c'est que votre président ne la refuse pas, et puis c'est le conseil qui examine au tout début si la proposition est recevable. Donc vous commencez, la personne vous lit tout son texte, tout de suite, s'il n'y a pas le titre, elle lit tout, puis à la fin, vous avez un premier vote, c'est jugez-vous que ce postulat, jugez-vous que ce postulat est recevable, et puis c'est oui ou non, puis dans les petites communes, en général, c'est pas là que ça se joue, honnêtement, ça se joue après, mais vous pourriez dire c'est pas recevable, vous avez dit que c'est un postulat, mais en fait, c'est une motion, enfin, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est une motion, mais en fait, c'est un postulat, du coup, c'est pas recevable, puis majorité non, puis on renvoie, mais c'est le conseil qui renvoie, c'est pas le président. Donc c'est aussi pour ça que c'est sympa de connaître ces règles-là, parce que vous pouvez peut-être envoyer des trucs du PLR, je vous dis ça, ce sont eux qui font n'importe quoi. Et puis, vous avez donc... Oui. Jonathan, chez nous, c'est le bureau qui analyse la recevabilité. Je ne sais pas comment c'est dans les autres communes. En fait, en tant que présidente ou en tant que bureau, tu fais une préanalyse. Tu dis, je préanalyse si c'est recevable ou pas, mais si la personne estime que c'est quand même recevable, normalement, on n'a pas le droit de l'empêcher de le déposer, elle le dépose, puis c'est le conseil qui tranche. Puis, dans le cas où c'est refusé, après, en fait, ce sera le conseil qui va refuser, puis il va avoir redéposé autrement. Mais en fait, si, par exemple, je dépose aujourd'hui quelque chose au bureau du conseil communal, le bureau préavise négativement en disant c'est pas recevable, et moi je dis non, ça a l'air, c'est juste vous qui comprenez rien.
j'ai le droit de le déposer en l'état. En tant que La bureau. discussion dans le vote au conseil, il aura lieu que si ça a été refusé par le bureau, si c'est pas refusé, le conseil ne va pas voter. Normalement, le conseil il vote. Si. Ouais, mais en vrai, c'est pas toujours le cas. Ouais. Normalement, c'est toujours au conseil, enfin, au niveau de la loi cantonale, c'est toujours au conseil de voter. Ce que fait le bureau, c'est qu'un préavis. Après, je ne sais pas si vous avez des règles différentes dans votre règlement, puis ça a été accepté par le canton, je ne sais pas, mais. Oui. On parle de bureau et on parle d'assemblée législative, du conseil communal, des conseils conseillères. Mais le président là-dedans, il peut, lui, dire non, je ne suis pas d'accord. Bah, je l'ai fait en tant que disant. En fait, quelqu'un vient vers moi, mais me donne une motion qui est en fait un postulat. Moi, la seule chose que je peux lui faire, c'est lui dire ce que tu m'as donné. Là, c'est pas une motion, c'est un postulat. Mais si la personne est convaincue et qu'elle veut le déposer quand même, je dois l'accepter. Moi, je peux juste préaviser, c'est tout. En préavis, on ne décide pas. C'est le conseil qui décide. Et du coup, le conseil peut mal voter. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais après, vous verrez que la municipalité a encore une porte de sortie justement pour ça. Mais sur le principe, c'est le conseil qui vote, il peut se tromper. Oui. Gaëlle, oui. Par rapport à ce que vous avez dit. Alors, le texte postulat mais sous forme de motion, donc c'est rejeté. Et une fois que la votation a passé, est-ce que la personne peut tout de même le transformer encore en postulat? Non, justement, enfin, après le vote, non. Après le vote, non, après le vote. Avant, oui. Oui, jusqu'au vote, oui, mais dès le moment où c'est voté, c'est fini. Après, tu peux au prochain revenir avec le même texte. C'est le moment du vote. Enfin, en fait, c'est même pas le moment du vote, c'est le moment de la clôture des discussions qui fait quoi. Si on clôt la discussion, c'est terminé. En fait, pendant toute le procédé des discussions, peut-être la personne qui dit, en fait, le bureau avait raison, je vais me faire jeter par le conseil. Pendant ce moment-là, il peut encore changer. Mais dès le moment où on dit les discussions sont finies, la parole n'est plus demandée, c'est fini. Et puis, la personne doit revenir au conseil d'après. Si elle veut vraiment. Elle ne peut plus revenir au même conseil avec ça. Oui. Et pour refuser la transférabilité, est-ce qu'il faut donner des motifs? Chez nous, on s'est trouvé une situation où tout d'un coup, le PLR, sans donner aucun motif, ils ont refusé la transférabilité. Bah, ils sont censés donner des motifs, oui, mais par contre, s'ils n'en donnent pas et qu'il y a une majorité, ben. Là, c'est ce qui était passé. Bon, après, oui, tu peux faire recours on peut faire recours au conseil d'État, mais après, c'est peut-être plus efficient de revenir avec le projet la fois d'après. Mais oui, effectivement, s'il n'y a aucun motif, la recevabilité, c'est censé être juridique, c'est sur les points que je vous ai donnés avant. Unité de la forme, unité de la matière, unité de rang. Si vraiment c'est jugé irrecevable alors que ça l'était, vous pourriez faire recours au conseil d'État. Oui, ça, c'est possible. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure voie, mais elle existe. Des fois. Voilà. Surtout si c'est un PLR qui a fait ça. Bon. Et puis donc, le postulat, oui, une fois qu'on vote la recevabilité, il y a une question qui vous est posée, c'est est-ce que vous voulez le renvoyer immédiatement à la municipalité ou voulez-vous faire une commission préavisant sur la suite? Et à ce moment-là, vous avez donc ces deux opportunités, c'est soit on envoie directement en municipalité, soit il y a une commission qui revient. Et puis, si vous êtes en renvoi tout de suite à la municipalité, c'est est-ce que vous décidez de le soumettre tout de suite ou non? Et puis, c'est juste qu'il y a une étape intermédiaire si il y a une commission entre deux. Il peut y avoir une commission entre deux. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair. Mais il peut... En fait, si vous voulez, vous avez le vote sur la recevabilité, puis ensuite vous avez le vote sur l'opportunité. En gros, c'est ça. Recevabilité, c'est les aspects juridiques, donc c'est-à-dire recours au Conseil d'État si on vous refuse inutilement. Et puis après, sur l'opportunité politique, c'est vous en voulez pas, vous en voulez, ou on ne sait pas si on en veut, puis du coup, vous passez par une commission pour savoir si vous le voulez ou pas, et vous refaites un vote. Et donc, ensuite, le fait d'avoir une commission, ça permet aussi de plus développer le sujet mis en avant et essayer de trouver aussi des majorités, avoir des consensus. C'est la possibilité aussi pour le ou la postulante de peut-être revoir un peu son postulat pour avoir une plus grande adhésion au conseil par la suite. Donc, des fois, c'est aussi stratégique de renvoyer en commission en fonction du résultat que vous aimeriez obtenir. Et de la popularité de la demande. Voilà.
Oui, ça La question que je voulais poser, quelle est la meilleure stratégie? Ça dépend vraiment du sujet, du postulat, Oui. et puis des alliances qu'on a peut-être fait. Si quand vous déposez votre texte, vous savez qu'il y a un large consensus de gauche à droite, que tout le monde est d'accord pour que la restauration dans les crèches soit plus végétale, je ne sais jamais, eh bien c'est bon, on peut le renvoyer directement à la municipalité. Si au contraire vous sentez que ça peut coincer, c'est bien de le renvoyer au comité. Ça dépend aussi de l'attitude de la municipalité. Enfin, nous, ça nous arrive assez fréquemment. On voit que des postulats, même si on n'est pas hyper d'accord avec ce qu'il y a, mais que ça sert à rien de passer en commission, on l'envoie quand même on dit au conseil, mais renvoyez-le nous et puis on verra ce qu'on en fait. Et ça ne mettra pas forcément plus de temps. Non. Oui. Donc, quand il y a le postulat, il y a la possibilité de le refuser directement sans l'envoyer à la municipalité ou en commission. Oui. Parce que nous, on n'a pas vu ça, donc je trouvais intéressant, j'ai jamais vu qu'on pouvait refuser un postulat. Nous, à chaque fois qu'on vote, c'est donc, prise en considération d'un postulat. On a tous les postulats qui ont été déposés à la séance en question. Et puis après, c'est soit on l'envoie directement à la municipalité, soit il y a 5 personnes ou plus qui veulent le renvoyer en commission. Mais on n'a pas, on le refuse de l'ICC. Ouais, bah alors nous, oui, on l'a. On a. Ça, c'est les règles. Alors, les conditions de renvoi à une commission, c'est vraiment réglé dans les règlements des conseils communaux. Donc, chaque commune a sa petite tambouille, puis alors c'est vraiment très variable. Et du coup, il y a la plupart des conseils ont des renvois automatiques en cas de demande par X personnes, mais certains conseils n'ont pas. Et puis, du coup, par exemple, le mien, même si tu demandes un renvoi en commission, il faut que ce soit voté par le conseil. Donc, si tu n'as pas de majorité au conseil, ça peut être aussi classé verticalement tout de suite. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le moyen de refuser de fixe un postulat. Donc, ça veut dire que. Si, on peut. Oui, ça dépend le règlement du conseil. D'accord. Je donne l'exemple de B. Nous, c'est 12 personnes qui doivent demander que ça parte en commission. Si on a 12 personnes qui demandent que ça parte en commission, bah justement, ça reporte la question à quand la commission a préavisé, ce qui, de mon expérience, n'est jamais arrivé. Ou alors, c'est l'acceptez-vous, enfin, voulez-vous le renvoyer maintenant en municipalité ou ne vous prenez pas en considération, point barre. Puis nous, ça se joue, en tout cas à B, uniquement sur voulez-vous le renvoyer en municipalité, voulez-vous le renvoyer peser. On n'a jamais, enfin d'ailleurs on devrait peut-être plus l'utiliser, voilà, mais on n'a jamais eu la voie du milieu, on a une commission, on a essayé de chercher des majorités, on n'a jamais fait ça chez nous. Puis aucun parti ne le fait, personne ne demande jamais de commission, c'est oui ou non. Voilà. Donc la municipalité ensuite analyse, puis on passe au la dernière slide, c'est ensuite la municipalité, elle a deux possibilités, c'est soit rédiger le rapport sur le postulat, soit dire, mais en fait, vous avez voté la recevabilité, mais c'était pas recevable. Puis lui, il peut encore classer. À ce moment-là, en disant qu'en fait, c'était pas une motion, c'était un postulat. Et donc, lui, il peut aussi dire que c'était irrecevable. Et donc, ça, cette décision, c'est une décision qui n'est pas soumise à vote, mais qui est sujette à recours au Conseil d'État. Donc, si vous avez, c'est-à-dire, c'est là que c'est la porte de sortie de la municipalité, c'est si le Conseil vote la recevabilité d'un truc qui ne l'est pas, il peut encore dire, mais en fait, c'est recevable là. Et puis, si vous, la municipalité, vous dit que c'est irrecevable alors que ça ne l'est pas, vous pouvez encore faire recours au Conseil d'État. Après, bon, faut avoir envie. Et puis donc, la voie ordinaire, c'est qu'il y a un rapport, voire un projet de décision qui va avec le postulat qui a été envoyé à la municipalité, et puis le Conseil vote. D'abord, c'est considéré comme un préavis. Donc là, on rentre dans le traitement comme si c'était un préavis ici. Avec son projet avec son rapport et puis sa décision, ça compte comme un préavis, donc c'est traité comme un préavis. Il y a une commission qui se penche dessus, et puis après, vous l'acceptez, vous refusez, puis vous rentrez dans le traitement du préavis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ah oui, faut quand même préciser quelque chose, c'est que comme le postulat demandait de faire un rapport sur quelque chose, le Conseil peut effectivement accepter ou refuser le rapport, mais c'est tout. Il n'y a pas de portée autre que ça. C'est-à-dire que si le Conseil n'est pas content avec la réponse, il peut refuser le rapport, mais ça n'implique pas que la municipalité doit faire. On devait faire un rapport, on a fait un rapport, vous n'êtes pas content, soit. Voilà. Vu qu'on a juste demandé, oui, effectivement, c'est une bonne remarque, mais on a juste demandé d'analyser l'opportunité de faire quelque chose, si vous n'êtes pas content avec cette analyse d'opportunité, voilà, vous n'êtes pas content.
Et puis, on passe au dernier point, qui est donc la motion. C'est une demande à la municipalité de présenter un projet de décision au conseil communal ou général. Là, j'avais mis général, c'est le droit. La motion est contraignante, et ça, c'est important, c'est que ça lève, on m'a merdé avec ça. La motion est contraignante, et dans la mesure où elle a le fait d'obliger la municipalité à présenter le projet de décision demandé, qui prendra la forme d'un préavis. Donc, la municipalité, qu'elle soit contente ou pas avec ça, elle doit présenter le projet. C'est extrêmement important. Et si la municipalité ne souscrit pas à la motion, elle ne peut qu'accompagner le projet de décision demandé d'un contre-projet ou inviter le conseil à refuser le projet qu'elle vient de vous amener. Mais elle ne peut pas dire non. Enfin, il y a la motion, elle est passée, vous avez réussi à avoir une majorité, vous êtes très content, puis une motion, la municipalité vous dit bah non, en fait, moi, ça ne me plaît pas, donc on ne le fera pas. Ça, il ne peut pas faire. Il doit venir avec le projet et puis recommander de refuser son projet. Alors après, il peut faire le projet le plus nul du monde pour que vous ayez envie de le refuser, mais il doit venir avec un projet. Il peut mettre 3 ans pour faire le projet. Voilà aussi. Voilà, 5. Et donc la motion, c'est aussi là que c'est important, c'est qu'elle ne peut porter que sur une compétence du conseil, vu qu'elle est contraignante et que la municipalité doit venir avec un projet. Exemple, d'ailleurs, c'est la fameuse où on m'a embêté. Ici, donc il y a l'exemple, c'est justement mise à jour de plans d'affectation, de règlements communaux, de politique salariale d'administration, etc. Puis ça, c'est une motion que nous avons rédigée avec les Verts de B, c'était pour un investissement durable des replis des énergies fossiles. Et là, on va parler de stratégie, on parlait de structure, il faut un argumentaire, une demande concrète dans les pouvoirs du conseil. On avait, je vous dis, c'est pas très sympa, mais c'est ce qu'on a fait. On avait volontairement écrit un argumentaire extrêmement alambiqué que personne n'allait piger, parce qu'on a une majorité de droite chez nous à B. Et puis on s'est dit peut-être que s'ils comprennent pas, ça passera. Et c'est passé à une quasi-unanimité. Je vous promets que c'est vrai. Et donc nous, on était hyper contents parce qu'ils étaient obligés de venir avec un projet de règlement. Vous n'avez pas le choix. Et ils sont arrivés au conseil suivant, enfin quelques conseils plus tard, déjà il a fallu 2 ans pour qu'ils aient quelque chose. Ils sont venus avec le projet, puis en fait, ils ne sont pas venus avec le projet. Ils auraient dû venir avec, parce que c'était ça, nous on était ravis, parce qu'ils n'avaient pas le choix de nous faire un truc. Mais ils ont dit non, en fait, nous, on n'est pas d'accord, on n'en veut pas. Je me dis, mais ça, c'est faux, en fait. Juridiquement, vous êtes complètement à l'ouest. Et puis, on avait compris que dans l'intervalle, les autres parties avaient compris ce qu'on avait écrit dans l'argumentaire. Donc, on était écrit d'avance. Mais donc, juridiquement, ils devaient venir avec un projet, ils ne sont pas venus avec un projet. Et donc, moi, je me suis levée en conseil pour dire qu'en fait, ils ne respectaient pas le droit, puis qu'ils se croyaient dans une zone de non-droit où les municipalités pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. C'était un petit peu énervant, mais bon, après, je dis, on va se rasseoir, puis c'est un avertissement pour la prochaine fois. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aurais pu demander à nos préfets et tout, mais on savait qu'on allait perdre. Après, ils avaient compris ce qu'on avait écrit avant. Mais donc, c'est un arme, je vous le dis, aussi pour vos postulats et pour vos motions, ça peut être quelque chose à faire de volontairement noyer le poisson, puis que vos collègues ne vous comprennent pas. Comme si ils se disent, bon, ça a l'air sympa, on parle d'argent, on parle d'actions gaz, les Verts qui se positionnent sur les actions gaz. En fait, voilà. On a fait un truc pas très sympa. Voilà, donc petit conseil, des fois, soyez pas trop francs, mais essayez quand même de l'être le plus souvent possible. Comment ça se passe? Bah, du coup, vous remettez votre motion, elle va être portée à l'ordre du jour, et puis de nouveau, vous avez la question de la recevabilité. Même principe que pour le postulat, le bureau préavise si c'est recevable ou pas, la personne a quand même le droit de déposer, c'est le conseil qui décide si c'est recevable ou pas, que ça continue ou voie de recours. Vous avez de nouveau la même configuration que dans le postulat, renvoi immédiat, commission intermédiaire ou non. D'ailleurs, c'était génial, on avait eu un oui, renvoi immédiat municipalité, oui, parce que personne n'avait rien compris, moi je trouvais ça génial. Et donc, on en arrive là, et puis ensuite, à la fin, vous décidez est-ce que oui ou non, vous suivez la motion ou pas à la majorité ou à la quasi-unanimité parce que vous ne la comprenez pas. On arrive ensuite au moment de la municipalité qui, donc, c'est important, doit rédiger un projet. Donc, ça, c'est celle du milieu, c'est est d'accord avec votre motion et rédige le projet tout simple. À gauche, oui, rédige un projet et lui oppose un contre-projet en disant voilà, ça c'est ce que vous m'avez demandé, mais moi je vous propose plutôt ça. Puis donc les deux sont opposés, puis il y en a un des deux que vous devez choisir à la fin. Ou le troisième, c'est dit, en fait, c'était pas une motion, c'était un postulat, puis c'est irrecevable, puis ça c'est un peu la porte de sortie, où là, ça vaut peut-être la peine de faire un recours au Conseil d'État. Voilà.
Et donc, à la fin, si vous êtes dans la solution de gauche ou du milieu, donc il y a un projet tout simple ou un projet et un contre-projet, vous votez, enfin, vous votez pas tout de suite, il y a d'abord tout le traitement comme si c'était un préavis, donc commission, préavis, rapport, puis vous arrivez donc au moment où vous votez, est-ce que vous acceptez ou pas le projet que vous a présenté la municipalité faisant suite à votre motion. Et c'est là que je vous disais justement que nous, on a bâché, parce qu'on a un tout petit peu tombé comme si on était arrivé dans le rapport que la municipalité disait que c'était irrecevable, ce qui n'est pas le cas, parce que c'était recevable. Et puis, on s'est dit, bon, si on force pour refaire tomber dans projet, contre-projet ou préavis, on va tomber dans la situation en commission, on va se faire jeter de façon au conseil. Donc, on a bâché. Voilà. Quand tu as comme une accélère de milliards. Voilà. Je crois que de mon côté, récap. Il y a un récap, oui. Vous avez toutes les informations et les schémas sur le site de l'État de Vaud. Il y a un super aide-mémoire qui est fait pour ça. Globalement, c'est des explications très générales, mais ça aide beaucoup. Ça vous rappelle, c'est l'analyse d'opportunité, c'est une demande concrète, c'est quoi les compétences de l'un, de l'autre. Après, ça ne répond pas à vos particularités de votre propre conseil. Hein. C'est les règles générales du canton. Réflexe, regardez toujours votre propre règlement de conseil en plus, parce qu'il y a souvent des petites particularités. Et donc, je vais pas vous faire l'affront de tout vous répéter, mais donc vous avez le tableau ici qui récapitulera, puis vous l'aurez sur Internet. Voilà. Merci. On a fini. Est-ce que vous avez des questions? Des questions que vous n'avez pas osé poser, ou pas pu poser Oui. Oui. Concernant le motion, c'est une question. Alors, c'est pas forcément pour changer des règlements ou des articles de motion, ça peut être contraignant, mais pour autre chose, pas que pour changer le règlement. Oui, c'est pour tout ce qui revient de la compétence du conseil. Le cas le plus souvent utilisé, c'est le changement de règlement, mais ça peut être pour toutes les autres compétences du conseil. Notamment pour un investissement. Voilà. D'autres questions? Oui. Ma première commission, en fait, j'ai été surprise et je me suis demandé comment la municipalité se distribue les dossiers en reçoit un. En l'espèce, c'était la sensibilisation des auteurs de violences familiales et ça avait été distribué à la police. Alors, c'était ouais. Et en plus, alors deuxième partie de ma question, en plus, la personne en question a in fine, tout d'un coup, dit je retire mon rapport. Et c'est levé des parties. C'est pour moi, ça reste énigmatique comme ça. Alors concrètement, c'est la municipalité choisit, quand elle reçoit des dépôts, des interpellations, tous les dépôts, elle les traite à l'ordre du jour de la municipalité suivant le conseil et elle se répartit les tâches en fonction, en principe, des dicastères. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a des questions, moi, je suis municipale des travaux publics, donc quand il y a des questions sur les routes, ben, c'est pour ma pomme. Quand il y a des questions sur, là, on vient d'avoir une interpellation sur ville en santé, ben, c'est mon collègue de la cohésion sociale qui s'en occupe. Il y a des choses plus ou moins évidentes. Maintenant, ben, le sujet des violences intrafamiliales et de la prévention, c'est quand même quelque chose que je suis pas mal à cheval avec les compétences cantonales. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à appréhender pour une municipalité. C'est pas quelque chose qui est dans nos tâches courantes. Donc, quand on a ce genre d'interpellation ou d'objets qui sont un peu à cheval, ça peut être dans les questions de police, parce qu'au fond, ben, c'est la sécurité qui intervient dans les cas, quand il y a des interventions dans les cas de violence. Ça peut être aussi potentiellement la personne de la cohésion sociale, même si elle a probablement pas de projet actuellement qui concerne ce domaine. Donc, voilà, il y a aussi des fois où on a des questions un peu... Et puis, bah, dans ce genre de cas, c'est un peu pas de bol, des fois, parce que les questions un peu générales, qu'on sait pas trop où foutre, et ben, c'est le syndic qui s'en occupe. Et voilà. Parce que c'est son rôle. On a reçu une interpellation que personne n'a toujours pas compris chez nous au dernier conseil, ben, on l'a fait au syndic. On n'a rien compris. Et vous avez son rapport, comme ça, partir en claquant la porte. Alors, ben, bon, partir en claquant la porte, je sais pas, mais en fait, c'est ce qu'on disait avant, jusqu'au vote du conseil communal, on peut retirer son texte
on peut retirer sa proposition. Ah, le municipal. Bah, alors oui, la municipalité, elle a aussi ce droit, quand c'est son objet, elle a le droit de retirer son texte jusqu'au vote du conseil. Alors, en claquant la porte ou pas, ça c'est le style, hein. Chacun le sien. Mais concrètement, jusqu'au vote du conseil, on a le droit de retirer un préavis. Que ce soit une réponse à un postulat ou un préavis, un projet de notre part. Même, ça, je trouve que c'est quand même un peu particulier, mais c'est la loi. Même s'il y a eu un débat au conseil communal, qu'il y a des amendements qui sont portés au dossier, puis que d'un coup la municipalité n'est pas contente, elle trouve que les amendements sont nuls, elle a le droit de retirer son projet jusqu'au moment du vote. Donc ça, c'est un droit de la municipalité. Et il y a un levier pour favoriser un département? Non. Ah, on peut rédiger son texte pour essayer de donner des indices, mais on peut, voilà. C'est de la compétence de la municipalité. Ça reste la compétence de la municipalité d'aiguiller les textes. Après, bon, voilà, moi je parle de la mienne, mais on fait ça avec le plus de bonne foi possible, hein. Pas forcément toujours le cas. Et puis il faut savoir que les réponses sont toujours discutées en municipalité. Donc ça veut dire que même si c'est Tartampion qui a préparé la réponse, quand elle arrive en municipalité, c'est les autres membres de la municipalité peuvent commenter cette réponse, l'augmenter, la diminuer ou carrément la renvoyer. C'est déjà arrivé qu'on dise ah non mais ta réponse là c'est n'importe quoi, tu réécris un truc là on comprend rien, ça va pas. Donc ça c'est possible aussi. C'est pas parce qu'il y a un porteur du texte, de la réponse qu'on va être d'accord avec. Je me permets de préciser parce que ça arrivait à B, mais c'est tout, en fait. C'est pas jusqu'au moment du vote, et je l'ai dit, c'est jusqu'au moment de clôture des débats. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé que des gens essaient de déposer des amendements alors que la discussion était finie, autant au niveau du conseil que la municipalité. C'est déjà arrivé que la discussion se termine puis que la municipalité essaye de retirer son préavis, alors pas à B pour ça. Mais par contre, ça, en tant que président du conseil, là, c'est pas préavisé, on a le droit de dire non. En vertu de la loi, la discussion était terminée, on passe au vote. Et c'est là que c'est extrêmement important, c'est que justement, c'est souvent dans les dernières minutes, le cas de la commission, j'avais jamais entendu, mais c'est souvent aux dernières minutes que le municipal se dit mince, on a hyper amendé mon truc, ça va passer hyper amendé, j'aime pas ça, ou mince, c'est discussion de gueule. Voilà, ou qu'il y a une discussion qui s'est super mal passée, je vais me faire dégoûter mon machin, je vais peut-être le ramener différemment. Il peut pas, si on a dit la discussion n'est plus demandée, on passe au vote. Il doit le faire avant ça. Et c'est déjà arrivé dans d'autres conseils, pas à B, mais dans d'autres conseils du Chablais, parce qu'on a des réunions de présidents de conseils une fois par année, en tout cas, c'est ce qu'on avait dans le Chablais, où justement on nous racontait que certains municipaux avaient le don de faire ça, et que ça, le président de conseil doit dire non, on le vote, parce que c'est le conseil communal qui choisit maintenant, c'est plus toi. Certains, ils ont de la peine avec ça. Oh, il n'y a pas de question. Attends, stop. Oui, on va faire dans ce sens-là. Des sourcils lorsqu'il s'agit d'amender un préavis. Oui. Est-ce que vous avez une définition simple et cohérente de ce qu'est un amendement? Oui. Alors, en fait, il y a surtout une définition assez simple, même si assez frustrante, de ce qu'on a le droit d'amender. Le conseil communal ne vote pas un préavis, en fait. Il vote les conclusions du préavis. Et du coup, tout le blabla qu'il y a dedans, c'est pour ça que je parlais avant aussi, c'est aussi les domaines que je connais le mieux, mais des projets d'investissement où on explique qu'on va faire un trottoir de 2,50 m et puis une bande cyclable de machin, des trucs. Mais ça, on peut pas amender. On peut pas faire un amendement pour que la bande cyclable fasse 1,70 m. Ça, c'est pas possible, c'est dans le texte du préavis. On peut amender que les conclusions. Donc ça, c'est la première chose. Donc en fait, l'amendement doit porter sur les compétences du conseil et sur les conclusions du préavis. Donc ça peut porter soit si les conclusions, c'est d'investir 4,5 millions, de dire non, on veut 4 millions seulement. Donc on fait un amendement pour diminuer le montant, pour l'augmenter. On fait un amendement si c'est l'adoption de tel ou tel règlement, on peut adopter des conclusions. Ça, c'est l'autre cas de figure, c'est si on adopte un règlement, là, le conseil communal, il vote non seulement les conclusions du préavis, mais aussi les règlements article par article. Là, il y a un peu plus de marge pour faire des amendements, mais là, c'est aussi un peu plus compliqué parce que il faut que l'article la nouvelle mouture de l'article soit quand même conforme aux droits supérieurs, etc., etc. Donc, ça vaut la peine aussi d'entamer un dialogue, notamment au moment de la commission ou avant le conseil, si on veut être dans un amendement sur le règlement. En amont de la conclusion au budget total, on sait très bien qu'il y aura des modifications dans le texte. Oui, il y aura des modifications dans le projet, mais vous ne pouvez pas dire lesquelles. Oui, je comprends bien. Ouais. Alors, cette marge de manœuvre-là, mais débrouillez-vous légalement. C'est ça. Okay, c'est ça.
Non, mais en fait, je le précise parce que c'est vraiment un point d'achoppement entre les conseils communaux et les municipalités. Vraiment. Et la question des compétences aussi, qu'il faut définir. Ouais, c'est ça. En bien même, ce serait les conclusions. Ouais. Excuse-moi, mais celui qui dépose un amendement pour abaisser de 4,5 millions à 4 millions, il ne va pas se contenter de faire ça. Il va expliquer vaguement son idée, même si ensuite la municipalité n'est pas obligée d'être d'accord. C'est ça. Mais il a quelque chose d'expliquer Oui. ce qu'il souhaite. Bien sûr. Mettre une conclusion à cette dictature. Non, bien sûr. C'est vrai qu'en général, quand on propose un amendement pour diminuer ou augmenter un budget, on a une idée en tête et on l'explique. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'objet de la décision, ce sera toujours le montant ou le règlement ou l'autorisation de choses, je sais pas quoi. Je peux vous donner un exemple qui est arrivé à B. C'est un incroyable exemple. Hein. Il y avait la question des travaux, mais pour moi, c'était un des premiers conseils et j'ai cru que j'allais déchanter. En gros, il y avait un projet à 1 million pour refaire tout un quartier. Plus d'1 million de projet. Et puis, dans ce projet de plus d'1 million, on refait la route, tout le tracé et tout. Il y avait la question d'une fontaine. Et puis, cette fontaine, la question, c'était est-ce qu'on faisait 1 ou 2 bassins. Le projet valait 1 million. On a passé 45 minutes à parler de est-ce qu'on va faire 1 ou 2 bassins. Et puis, le bassin, il valait 80 000 balles. Donc, ce projet vaut 1 million et on se disputait sur 80 000 balles. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que l'UDC, pour pas la citer, a décidé d'amender les conclusions en disant on retire 80 000 francs au projet. Lunaire, le truc vaut 1 200 000, on amende 80 000 balles, passons. Eh ben, on a voté l'amendement de moins 80 000 francs sur les conclusions de 1 200 000. Donc, il leur restait 1 120 000. Et puis, remarque étant fait à la municipalité que c'était ça qu'on voulait en retirant 80 000 francs. Et aujourd'hui, la fontaine a 2 bassins. Voilà. Voilà. Si on allait dans l'ordre. C'est pas ordinaire, c'est pas C'est ça, il y avait divers imprévus. Dans l'ordre, il y avait là, puis ensuite Alexandra, puis Stéphanie. Dans le cas d'un municipal qui retire son préavis, c'est quoi la suite? Rien. Enfin, il peut en redéposer un s'il veut continuer un projet. Il peut revenir avec un autre ou il peut ne jamais revenir ou revenir dans 10 ans. Ouais. Pardon, mais si on avait envoyé un postulat à la municipalité qui retire. Oui, il est obligé de revenir, ouais. Si c'est un rapport à un objet, du conseil, il est obligé de revenir avec quelque chose. Mais si c'est un préavis de la municipalité, il n'est pas obligé. Ouais. Mais si c'est un rapport, oui, il est obligé de revenir. Je vais dans l'ordre. Il y avait Alexandra. Oui, c'est vraiment le plan d'affectation, le plan d'affectation. Le problème, c'est qu'après, c'est vraiment ils vont en calcul. Et ça, c'est un peu le problème. Après, on vous dit, si vous amendez, alors on va refaire dans le public. On va dire, on va faire plus. Donc, voilà, C'est clair qu'il y a des conséquences procédurales. Alors, je ne serais pas d'accord avec mon syndic, qui pour lui, c'est une catastrophe nationale de devoir refaire l'enquête publique. Oui, on perd 1 an et demi. Oui, c'est un peu pénible, mais pour moi, c'est important, c'est les droits démocratiques du conseil communal. Donc, c'est logique quelque part que. Mais effectivement, ça, c'est un peu nouveau parce que c'est quelque chose qui n'était pas hyper clair avec l'ancienne LATC, surtout dans l'ancienne pratique cantonale. Maintenant, le canton est beaucoup plus strict. C'est vrai que sur les règlements d'affectation, s'il y a des changements dits importants au conseil communal, il faut une nouvelle enquête publique avec, en fait, des oppositions qui sont possibles que sur les changements par rapport à la première enquête. Donc, ça va quand même plus vite. Alors, on a eu un cas, nous, au conseil communal de Prilly, il n'y a pas très longtemps. Ça a fâché tout rouge mon syndic, mais ça s'est bien passé. Il y avait Ali, puis après, Alors, interpellation, il y a un postulat. Mettons pour Dicaster social. Le municipal de Dicaster est d'accord. Un autre municipal, je ne sais pas, de sécurité publique ou bien en finance ou bien à l'école, il peut être contre à sa collègue, à son collègue, en fait, qui a accepté, en fait, le postulat ou l'interpellation. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais l'interpellation, il n'y a pas, la municipalité, elle n'est pas à être d'accord ou pas, elle doit répondre. Oui. Après, c'est clair que c'est une réponse municipale. Donc, effectivement, si c'est des questions qui touchent la cantine scolaire, alors c'est le municipal en charge des cantines qui répond, oui, voilà, on a tant de place, on donne tel type de repas. Et puis, s'il arrive en municipalité avec sa réponse, tous les autres municipaux, qui ne sont pas du tout les municipaux de Saint-Lazare, peuvent dire non, mais ta réponse, ça ne va pas, elle ne répond pas aux questions, en plus, on ne comprend rien, c'est mal rédigé, travailler ton texte.
Donc ça, c'est une réponse municipale. Oui, Et la puis, réponse, ça peut être positif ou négatif. alors, une réponse à une interpellation, c'est pas positif ou négatif. On répond à des questions. Et il n'y a pas de prise de position. Alors, normalement, une interpellation, ça pose des questions à la municipalité sur ce qu'elle a fait ou n'a pas fait et pourquoi. Donc, en principe, une réponse à une interpellation, c'est vraiment, on expose des faits. Alors, un postulat, c'est autre chose, parce qu'un postulat, ça nous demande de prendre telle ou telle mesure, ou en tout cas, ça nous demande d'étudier la possibilité de prendre telle ou telle mesure et de rédiger un rapport là-dessus. Puis alors ça, pareil. Alors pour la prise en considération, c'est-à-dire pour le renvoi à la municipalité en général, c'est un peu informel. Mais par contre, ensuite, pour la réponse municipale, ça c'est une réponse de nouveau municipale. Donc, à nouveau, si le municipal responsable vient avec un rapport et puis les autres municipaux ne sont pas d'accord avec les conclusions parce que voilà, il veut effectivement ouvrir une deuxième cantine, puis les autres municipaux sont là, non, on veut pas parce qu'on n'a pas la place, on n'a pas le budget, enfin bref, tu peux pas répondre ça. Bah, il devra faire une autre réponse, ouais, bien sûr. Après, la municipalité est libre de s'organiser pour donner des orientations à la réponse ou pas. Ça dépend de chaque municipalité. Mais c'est une réponse municipale. Donc effectivement, c'est le principe de collégialité. Des fois, on propose des trucs, puis nos collègues sont pas d'accord, puis on doit revenir avec un truc qui est pas ce qu'on voulait, mais ma foi, c'est la vie. Brigitte. Oui, alors moi je suis conseillère communale au Mont-sur-Lausanne, dans une commune de droite, et puis je constate que ma municipalité, elle n'est pas du tout active dans l'application de la nouvelle loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager. Et je voudrais savoir, en tant que conseillère communale, s'il était possible de suggérer une mise en application de cette loi ou de refaire son règlement communal rapidement. Et qu'est-ce que j'ai dans mes mains, à part la motion, où je ne peux rien faire parce que c'est cantonal. Et puis, voilà, c'est ma question par rapport à cette loi. Moi, j'aurais des motions. En vrai, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Je pense qu'il y a effectivement, si tu veux que la commune édicte un règlement sur la protection des arbres, il faut faire une motion. C'est clairement une compétence du conseil, c'est clairement une compétence. Si tu veux que la municipalité développe une stratégie d'application de la LPR-PNP, là, c'est plutôt un postulat, parce que c'est plutôt de la compétence de la municipalité de savoir si elle veut engager des spécialistes ou si elle veut recourir plus régulièrement à des spécialistes, quelle procédure est là. Tu peux aussi poser une interpellation pour savoir quelle procédure est là dans les cas de demande d'abattage d'arbres, comment elle a, tu peux commencer par ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'elle a imaginé pour mettre en œuvre cette loi, parce qu'elle est nouvelle, alors peut-être qu'elle n'a pas encore tout mis en place, c'est normal. On peut commencer par brosser les gens dans le sens du poil. Ça marche pas toujours, mais ça marche des fois. Donc là, il y a un peu deux options. Pour la partie règlement, il y a clairement la motion. Pour la partie plutôt stratégie, application concrète, c'est plutôt le postulat ou l'interpellation. Et puis après, concrètement, c'est une loi cantonale qui a des domaines qui s'appliquent directement. Donc, s'il y a une mauvaise mise en œuvre ou pas de mise en œuvre, il y a aussi le recours qui existe. Alors, il faut être directement touché. C'est pas toujours facile de le démontrer, mais il faut pas oublier que les lois cantonales, il y en a plein qui s'appliquent directement, et tu peux faire un recours à la CDAP si tu estimes que la loi n'a pas été bien appliquée. Super, merci beaucoup. Oui. Ouais. Vraiment d'être touché personnellement et à l'infection du cœur, alors une infection de l'âme, c'est beaucoup d'opposition. Il y a pas mal d'opposition comme des projets d'opposition ou des avantages d'arbres. Après, c'est clair qu'on peut parler de tout, on peut parler de la politique, mais on peut pas Mais c'est vrai que je pense que la municipalité de Lausanne, elle est peut-être un tout petit peu plus attentive à certaines oppositions que la municipalité du Mont. Pour connaître ce genre de municipalité de ville de moyenne taille, les oppositions, voilà. Oui, je me permets autant l'une que l'autre pour compléter. L'opposition, il y a tout vachement à quel point on est attentif ou pas, parce que l'opposition, je ne sais pas si à Lausanne vous avez la personnalité juridique, si les Verts Lausanne ont la personnalité juridique, mais normalement c'est que les personnes dotées de la personnalité juridique qui peut faire une opposition. Nos sections sont des associations. Les sections, ouais, la section lausannoise là, ouais, la section lausannoise là, mais par exemple, vous c'est la même chose, la ville de Lausanne n'aurait pas. Exemple, nous dans le Chablais, il y a Chablais, puis après il y a B, Aigle, Olon.
les verts de B ne peuvent pas faire opposition à un projet. Par contre, les verts du Chablais peuvent faire opposition à un projet. Donc ça, c'est important parce que ça, c'est une question de recevabilité. Et puis si c'est les verts de B qui ont fait opposition à un projet d'abattage, en fait, on s'est fait tout simplement rebooter et on n'a aucune voie de recours. Donc c'est important d'avoir la bonne personne qui fait recours. Donc c'est des fois plus facile de le faire en tant que personne qui vous signe à plusieurs, mais c'est vous. Après, il faut le porter, mais c'est vous que d'envoyer, on dit, mais votre ville, ou alors faut envoyer votre section. Et pour répondre aussi à ta question, les 3 c'est ouvert, ça dépend de tout ce que tu demandes, c'est ce qu'a dit Rebecca. Puis ça dépend aussi d'une question de stratégie, c'est est-ce que tu penses qu'à ton conseil tu peux avoir une majorité ou pas. Parce qu'une interpellation, c'est 5 personnes, enfin c'est 7 AB, lèvent la main et soutiennent ton titre. Puis après tu développes, et puis il y a des questions, peut-être d'un coup ils font ah mais c'est vrai qu'on pourrait le faire, mais il y a rien de contraignant. Par contre, tu n'as pas besoin de majorité à la fin. Par contre, une motion, il faut une majorité de ton conseil à la fin. Donc, c'est ça le plus contraignant, c'est ça qui est le plus super. C'est dire, nous voulons un projet de règlement conforme à... Je n'arriverai jamais à... La FPR-PNP. Merci. Puis qui protège les arbres et qui soit super. Mais par contre, il faut que tu aies ta majorité à la fin. Mais si tu l'obtiens, peut-être en noyant le poisson, par exemple, comme avec Oldigaz, il est obligé de revenir avec un projet de règlement à la fin. Donc, ça dépend tout comment tu prends ta stratégie de est-ce que j'ai une majorité ou pas, est-ce que j'arrive à suffisamment noyer le poisson pour arriver à mes fins. Ou il y a des dames PLR amoureuses des arbres aussi. Hein. On les sous-estime. Et des actions de gaz. Oui. Tu peux dire qu'il y a quelqu'un entre deux, je crois pas. Allez-y. Oui, merci. C'est très intéressant. Ça m'appelle le souvenir au conseil communal. Mais une chose aussi très importante, que vous faites dans les conseils, c'est de se dire, est-ce que ça peut avoir un écho dans la presse? Et pour faire pression, est-ce que vous arrivez à toucher le correspondant local qui parle des conseils dans votre commune? Parce que dans ce cas, s'ils ont quelques filets, voilà, il y a pas de problème dans votre commune, il y a César qui a été abattu dans ce mandat. C'est à ça qu'apparemment, ça va quand même faire pression sur la municipalité, même si a priori, elle n'est pas tellement d'accord avec ce que vous allez demander. Donc, je pense le côté éco-médiatique, essayer d'avoir, même sur le canal local, sur la feuille de chou, du Chablais, on l'appelle de la faire. Si vous n'êtes pas sûr d'être majoritaire dans la municipalité et au conseil. C'est une arme à double tranchant, l'éco-médiatique, effectivement. Mais c'est une arme aussi. Si vous êtes sûr, si vous pensez perdre au départ, parce que vous n'avez pas la majorité du conseil de municipalité, c'est quand même quelque chose que vous pouvez essayer. Ça ne peut pas être pire qu'un résultat négatif. Non. Puis vous pouvez aussi prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez au conseil, vous ne prévenez pas la presse à ce moment-là, puis à la fin, quand vous avez perdu, vous pouvez aussi aller en disant il y a une répression populaire ou je sais pas quoi, puis essayer de créer l'article après, parce qu'il y a aussi l'opportunité politique de dire en fait, le peuple n'est pas content. Même si on a perdu ici, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Donc, on peut continuer après sur les réseaux sociaux. Pas perdre de vue l'aspect faire connaître à la population. Tout à fait, oui. C'est vrai. Oui, oui. Donc, il y a une charge de mort. Je me demandais par rapport à la collégialité, à quel point la municipale doit garder sa propre décision pour l'IMM. Est-ce qu'à l'intérieur de son propre groupe, on peut dire, ou c'est que publiquement Non, alors théoriquement, à la fois par collégialité et par secret de fonction, on n'a pas le droit de dire quelle est en fait la vie du projet et qui a modifié quel projet quand. Après, évidemment que quand on est avec certaines, enfin voilà, il y a aussi certaines personnes de confiance à qui parfois on fait des confidences. En disant bah voilà oui effectivement à son propre groupe voilà c'est pas forcément le projet de mes rêves mais c'est quand même un pas dans la bonne direction etc. On peut avoir ce genre d'argument mais on doit pas expliquer oui alors moi j'étais venue avec un projet avec 50 arbres puis la Muni elle m'en a fait enlever 20 puis c'est vraiment des gros cons même si on le pense très fort eh bien on n'a pas le droit en théorie de dire ça. Ça répond à la question. Et une autre par rapport à ce que comme conseiller communal vous pouvez dire des fois on nous présente des crédits d'études ou des crédits de construction, d'investissement, et que nous, on aurait envie de faire un peu quelque chose, c'est pas exactement ce qu'on a, et on est un peu bloqué, on peut pas tellement refuser, parce qu'après, ça ralentit tout, puis après, renvoyer, on est un peu embêté, c'est pas assez ambitieux souvent, et du coup, après, on dit, ah bah c'est trop tard maintenant, on veut tout changer, parce que ça a déjà été décidé, donc
à quel moment c'est mieux d'agir pour essayer d'infléchir un petit peu ça dans la direction de projet? Alors, si c'est un gros projet qui nécessite un premier crédit d'études, puis un crédit d'ouvrage, alors c'est vraiment au moment du crédit d'études. Là, c'est vraiment le moment où on peut donner les impulsions, quitte à faire un amendement pour augmenter l'enveloppe qui a été demandée par la municipalité, en disant, bah, écoutez, nous, on aimerait que vous réfléchissiez à telle autre variante, et puis du coup, on vous donne plus de sous pour le faire. Si c'est un projet carrément qui est annoncé, qui est dans le programme de législature, qui est là depuis longtemps, on peut imaginer faire des dépôts avant pour essayer de mettre une certaine pression sur la municipalité pour qu'elle vienne carrément déjà dans son crédit d'études ou d'investissement, si c'est directement d'investissement, avec les variantes qu'on a imaginées et demandées. Donc ça, c'est des possibilités. Après, quand on est au niveau du crédit d'investissement, ben, ça devient un peu plus compliqué parce qu'en général, le projet il est déjà un peu figé. Mais de nouveau, on peut quand même imaginer proposer des amendements pour augmenter l'enveloppe ou la diminuer, cas échéant, ça dépend quel est le trend, en indiquant qu'on aimerait plus d'ambition pour ceci ou pour cela. Avec la cautèle qu'effectivement, ça n'a pas d'effet contraignant sur la municipalité. La contrainte, c'est l'enveloppe. Et encore, parce que si la municipalité déplace l'enveloppe pour X ou Y raison, elle doit faire un crédit complémentaire. C'est pas interdit de dépasser l'enveloppe. Donc, il n'y a plus de moyens vraiment contraignants pour orienter le contenu d'un projet qui serait dans la compétence de la municipalité. Enfin, typique, je prends toujours le même exemple parce qu'il est facile, mais si on veut plus d'arbres plantés, c'est typiquement une compétence municipale de savoir combien d'arbres on plante et lesquels. Et donc, on peut pas, dans le préavis, amender. Enfin, on peut rajouter 50 000 francs pour leur demander de planter plus d'arbres, mais si avec ces 50 000 francs, ils décident de faire des places de parc, on peut rien faire. Voilà. Mais on peut faire de la pression avant, surtout si on connaît le projet. Moi, j'ai un exemple très récent dans ma commune, alors qu'on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, mais où on a eu, on est en train de construire un crédit d'études pour rénover un collège. Et puis dans cette rénovation, on pensait supprimer la piscine du collège qui est vieille et voilà, et ça coûte extrêmement cher de refaire une piscine couverte. Et puis il se trouve que sur notre territoire, on en a déjà 3, donc ça suffit. Et il y a eu une pétition pour demander de conserver cette piscine. Donc, on a décidé que dans le crédit d'études, on étudierait la variante de la garder. Puis ensuite, le conseil intercommunal déciderait si ça vaut les 15 millions de plus ou de moins, quoi. Donc ça, typiquement, c'est un truc qu'on a changé avant même de déposer le crédit. Ça ne veut pas dire qu'on gardera la piscine à la fin. Je sais toujours pas. Rendez-vous dans 10 ans. Parce que c'est long, un projet. Alain, il y avait juste une question là avant. Par rapport au secret de fonction, est-ce qu'il est possible pour les municipaux d'avoir un groupe de réflexion dans lequel ils peuvent partager les secrets de leur de ce qui se passe en municipalité, ou en l'absence de formalité, c'est absolument illégal? Le secret de fonction s'applique aux municipaux. Ils peuvent du coup parler entre eux. Ils peuvent parler avec leur autorité de surveillance, donc le préfet et le conseil d'État. Mais s'ils veulent parler de choses qui sont soumises au secret de fonction en dehors de la municipalité, ils doivent lever le secret de fonction. C'est possible, mais ils doivent décider de le faire. Ils ne peuvent pas avoir un assistant personnel, par exemple, avec lequel ils pourraient partager les contenus de discussion des municipalités. Non. À moins qu'on ait un règlement de fonctionnement de la municipalité qui estime que... Et puis, il y a toujours le secrétaire municipal qui est assistant de municipalité, qui lui aussi est soumis au secret de fonction, avec qui, évidemment, on peut parler de ce qu'il a vu, parce que, on va pas faire comme si c'était une personne aveugle dans la pièce, quoi. Voilà. Mais c'est un employé un peu particulier qui, lui, comme tous les employés d'une commune, est soumis au secret de fonction aussi, mais qui, lui, a accès à des informations vraiment beaucoup plus délicates. C'est pour venir à la question sur la destruction des arbres. Si c'est une destruction importante, il est toujours possible de demander à Pro Natura de l'aide, déjà pour faire opposition, et deuxièmement, cette association comme par exemple le WWF, Dessin Nostra, on a le droit aussi. Donc après, on peut aller faire des cours au niveau cantonal, et même on peut, dans certains cas, faire des cours au niveau fédéral. Mais il ne faut pas que ça soit un arbre dans une propriété, c'est pas quelque chose d'assez important parce qu'il y a tellement de gens qui pensent les demandes à Pro Natura qu'on croulait sur ces demandes, on n'arrivait pas à répondre à une une autre tactique, c'est de trouver un voisin qui, lui, a le droit de recours après plus loin. Qui était une tactique des associations environnementales pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elles obtiennent le droit de recours pour elles-mêmes.
Il n'y a plus de questions. Magnifique. Merci beaucoup pour votre attention et puis pour cet échange super intéressant en tout cas. Vraiment, Merci à vous. merci.